Chambre 434, où la lumière jaune se répand sur la moquette épaisse, où la vapeur s'attarde sur le miroir de la salle de bain, là où le dernier coup a résonné contre la porte. Cette chambre est devenue l'une des blessures les plus profondes de l'histoire de la musique. Mais ce qui a véritablement ébranlé le monde, ce n'est pas seulement le fait que Whitney Houston y ait été retrouvée, c'est ce que le FBI a découvert à l'intérieur. Des détails qui n'auraient jamais dû voir le jour. Des indices suffisamment forts pour faire voler en éclats toutes les théories et réécrire l'histoire que nous pensions connaître. Il ne s'agissait pas seulement de la bouteille de champagne non ouverte de la cuillère saupoudrée de poudre blanche ou du papier d'aluminium enroulé et jeté. C'est le chaos. Une scène recomposée à partir de fragments brisés, avec des mains invisibles qui ont trafiqué, effacé avant que la justice n'arrive. La chambre 434 n'est pas seulement une fin. Elle contenait un avertissement, un aperçu glaçant du côté obscur de la célébrité. Et avant que nous ne franchissions cette porte ensemble, avant que nous n'affrontions le secret qui a forcé le monde à voir Whitney sous un jour nouveau et obsédant, assurez-vous d'aimer et de vous abonner afin de ne pas manquer les histoires qui épluchent les couches les plus profondes de la vérité. On dit que les chambres d'hôtel renferment parfois non seulement les secrets de leurs clients, mais aussi leur dernier souffle. La chambre 434 du Beverly Hilton était l'une d'entre elles. Dans la nuit du 9 février 2012, Whitney Houston s'est présentée à l'hôtel se préparant à une soirée pré-Grammy. Des témoins se souviennent de son sourire radieux dans le hall d'entrée, un long manteau drapé sur elle, un sac en papier provenant d'un restaurant voisin à la main. Elle s'est arrêtée pour saluer ses fans, un moment de chaleur dont personne ne se doutait qu'il serait le dernier. La contradiction commence dès cet instant, à l'extérieur des flashs d'appareils photo et de l'admiration. À l'intérieur, derrière la porte du 434, une réalité bien différente. Un employé de l'hôtel s'est souvenu plus tard qu'elle avait ramené un hamburger, des frites et un sandwich au poulet. Un repas simple après une répétition épuisante. Mais lorsque les enquêteurs sont entrés, la nourriture était toujours là, à moitié mangée. Les frites étaient éparpillées. Le genre de détail qui évoque une vie interrompue, un repas interrompu, avec l'intention d'y revenir mais jamais repris. Sur la table, une bouteille de champagne était ouverte, et quelques canettes de bière à moitié bues se trouvaient à proximité. Mais le rapport toxicologique contredit totalement ces affirmations. Il n'y avait aucune trace d'alcool dans son organisme. Il ne s'agissait pas seulement d'un détail inhabituel, mais d'une question non résolue. Un agent du FBI a raconté que la première chose qu'il a remarquée n'était pas le désordre de la pièce, mais une très légère odeur d'huile d'olive qui flottait dans l'air. Ce n'était pas l'odeur du parfum coûteux que les artistes portent souvent, mais l'odeur familière de l'huile que Whitney utilisait souvent pour se baigner, une petite habitude simple que personne n'ayant pas été proche d'elle n'aurait pu connaître. Dans une chambre luxueuse au milieu de la lumière jaune d'une lampe de chevet, ce parfum évoquait un sentiment à la fois intime et triste. C'était comme une trace accidentelle, laissée derrière soi, mais elle avait une force évocatrice plus puissante que n'importe quel autre élément de preuve. On murmurait que le FBI avait trouvé quelques notes volantes, écrites d'une main pressée entrecoupées de quelques paroles de chansons inédites. Ce n'étaient pas des brouillons achevés, mais des fragments d'idées, des mots déconnectés, comme si elle parlait à une personne invisible. Quelques lignes laissaient entrevoir une pression invisible, le sentiment d'être examiné et rejeté, non pas pour sa voix, mais parce que son image extérieure ne correspondait pas à ce que l'on voulait sur la couverture d'un magazine. Les mots étaient doux, mais portaient la douleur silencieuse d'une femme de couleur qui avait atteint le sommet de la réussite, mais qui ressentait encore les frontières invisibles de l'industrie du divertissement. Dans le coin d'un placard, il y avait une petite valise, pas un sac de tournée glamour, mais une vieille valise usée contenant quelques souvenirs personnels. Une vieille photo Polaroid d'elle et de sa mère dans un studio d'enregistrement, une cassette d'une séance de répétition et une Bible aux nombreuses pages marquées. Ces objets placés à côté du repas inachevé, de la bouteille de champagne et des notes prises à la hâte
ont créé une image à la fois encombrée et pleine de sens cachés. Elle parlait d'une vérité indéniable. Ce soir-là, Whitney n'était pas seulement une diva se préparant à une fête, mais une personne embrassant à la fois la gloire et la solitude de sa propre vie. Ce soir-là, le Beverly Hilton était encore illuminé dans le hall, les rires et la musique résonnant de la fête précédant les Grammys. Mais à quelques murs de là, la chambre, 434, dégage une toute autre atmosphère. Les objets emportés par le FBI dans des sacs scellés n'étaient pas seulement des preuves, mais des fragments de mémoire, les derniers souffles d'une légende. Le public n'a entendu que ce que la presse a rapporté, mais toute la vérité de l'odeur de l'huile d'olive, aux pages égarées en passant par la valise de souvenirs, demeure dans des dossiers que seules quelques rares personnes ont jamais vus. Et c'est peut-être précisément ces détails apparemment mineurs qui changent complètement la façon dont les gens perçoivent la dernière nuit de Whitney Houston. On parle souvent de la chambre 434 comme d'un moment figé, mais lorsque le FBI a ouvert la porte de la salle de bain, on est passé d'un sentiment de douce tristesse à quelque chose de beaucoup plus lourd et troublant. Juste à côté de l'évier, une cuillère en acier inoxydable renversée était posée avec un fin résidu de poudre blanche sur sa surface, comme si elle venait d'être utilisée. À côté se trouvait un petit morceau de papier d'aluminium enroulé dont les bords étaient légèrement brûlés et qui présentait quelques légères taches d'humidité sur le bord de l'évier. Cette découverte a fait réfléchir toute l'équipe d'enquêteurs, car il ne s'agissait plus de détails anodins comme un repas inachevé ou une bouteille de champagne entamée. Il s'agissait d'un élément qui ouvrait une toute autre voie d'enquête. L'analyse médico-légale l'a rapidement confirmé. La poudre était de la cocaïne, ce qui correspond à l'analyse de sang, qui a montré que la substance se trouvait dans l'organisme de Whitney au moment de son décès. Personne n'a nié qu'il s'agissait d'un choc, même si le public avait entendu parler de ses luttes passées, mais être directement confronté aux preuves, aux objets encore chauds de son toucher, c'était une sensation complètement différente. Cela a soulevé une question simple et amère que faisait Whitney dans les heures qui ont précédé la fin de l'affaire, et avec qui était-elle? Que faisait Whitney dans les heures qui ont précédé la fin de tout, et avec qui était-elle? Sur l'étagère située sous l'évier, le FBI a trouvé un sac en plastique transparent. À l'intérieur se trouvaient des flacons de pilules vides, quelques filtres de cigarettes à moitié consumés et quelques objets associés à la consommation de substances illicites. Les objets n'étaient pas bien rangés, mais éparpillés, comme s'ils avaient été jetés à la hâte. Quelqu'un a raconté plus tard que lorsque l'agent a soulevé le sac de l'étagère, une légère odeur de brûlé mélangée à une odeur chimique s'est élevée dans l'air, une odeur que toute personne ayant déjà pénétré dans une pièce fermée pour de telles activités aurait immédiatement reconnue. Il ne s'agissait plus de soupçons ou de rumeurs, mais de preuves directes sous leurs yeux. Selon le récit d'un employé de l'hôtel, quelques heures avant qu'un agent de sécurité ne découvre l'état de Whitney, un homme étrange aurait quitté le 4e étage par la cage d'escalier en évitant le hall principal. Les caméras de l'hôtel n'ont pas permis de voir clairement son visage, mais seulement une grande silhouette, portant un grand manteau et un chapeau qui cachait la moitié de son visage. Personne n'a pu confirmer son identité, mais ce détail concorde étrangement avec la question suivante, qui était la dernière personne présente lorsqu'elle consommait. Un enquêteur a révélé un jour que la scène dans la salle de bain montrait des signes de consommation de substances dans un état de non-maîtrise. Un gant de toilette encore humide pendait mollement sur le bord de la baignoire, avec quelques traces d'eau sur le sol. Le miroir était embué par la vapeur, mais il portait des traces de main à la verticale, comme si quelqu'un avait essayé de voir son reflet à travers le brouillard. Cette image était si obsédante que lorsqu'elle était racontée, les auditeurs l'associaient à un moment de confrontation avec soi-même, où la célébrité et les parties les plus sombres de l'être humain se heurtent. Mais le détail le plus controversé n'est pas la preuve elle-même, mais la façon dont elle a été arrangée. Certains membres de l'équipe d'enquête ont estimé que la scène était trop ordonnée pour être un moment naturellement chaotique. La cuillère était bien placée, le papier d'aluminium était roulé de manière compacte
et le sac en plastique était rangé dans l'étagère et non pas jeté négligemment. C'était comme si quelqu'un l'avait rangé, mais n'avait pas eu le temps ou n'avait pas voulu tout ranger. À partir de là, de nombreuses théories ont vu le jour selon lesquelles Whitney n'était peut-être pas seule et que cette personne était partie avant que tout ne soit découvert. Du point de vue de ceux qui connaissaient Whitney, c'est la partie la plus difficile à accepter. Elle avait été une icône de la résilience et de l'effort, mais ce dernier soir, les traces dans la salle de bain racontaient une autre histoire, celle d'une personne prise au piège entre une pression immense et des choix momentanés. Le public n'a vu que la surface glamour, mais derrière la porte de la chambre. 434, tout était réel sans lumière de scène, sans applaudissements. Seulement la poudre blanche, le papier d'aluminium et une question qui n'a jamais reçu de réponse complète. La chambre. 434 existe toujours au Beverly Hilton, avec des draps changés et des murs repeints, mais peut-être que pour ceux qui étaient là ce jour-là, l'image de la cuillère sur l'évier et du sac en plastique sous l'étagère sera quelque chose qu'ils ne pourront jamais oublier. Non seulement parce qu'il s'agissait d'un indice, mais aussi parce que c'était la vérité la plus crue sur la dernière nuit de Whitney Houston, une vérité que personne ne voulait croire, mais qui a complètement changé la façon dont les gens la voyaient, ainsi que le prix à payer pour vivre toute une vie sous les feux de la rampe. Si la découverte dans la salle de bain a été un coup de poing direct de la dure réalité, ce que le FBI a trouvé dans l'armoire près du minibar a ouvert une autre couche de mystère, un mystère qui ne sentait pas les produits chimiques et ne contenait pas de résidus de poudre blanche, mais qui était tout aussi mijoté et dangereux. À l'intérieur bien rangé se trouvaient 12 types de médicaments différents des bouteilles en plastique orange avec des étiquettes blanches, chacune portant le nom de Whitney E. Houston. Mais ce qui est remarquable, ce n'est pas le nom, mais les détails de la prescription provenant de 5 médecins différents. Xanax, médicament contre l'anxiété. Flexeril, relaxant musculaire. Benadryl, médicament contre les allergies. Ibuprofène analgésique. Midol pour les douleurs menstruelles et amoxicilline, un antibiotique, un mélange étrange et pourtant dangereux de ce qui est banal et de ce qui est critique. Les agents vérifient méticuleusement chaque bouteille. Les dates de prescription s'étalaient sur des semaines voire des mois. Certains flacons étaient presque vides, d'autres étaient encore scellés. Ce fait a donné un coup de fouet aux enquêteurs. Il ne s'agissait plus d'une personne utilisant un seul type de médicament pour une maladie, mais d'un système de prescription parallèle qui se chevauchait, et il n'était pas clair si l'un des médecins était au courant de l'existence des autres. Un enquêteur a dit un jour, d'une voix mi-soupçonneuse, mi-apitoyante, qu'il n'y avait personne pour prendre le contrôle, et que lorsqu'elle en avait besoin, n'importe qui signait. Les résultats toxicologiques ont confirmé qu'en plus de la cocaïne, il y avait des traces de certains de ces médicaments dans l'organisme de Whitney. Il n'y avait pas d'alcool, mais la combinaison de la cocaïne, des sédatifs et des relaxants musculaires aurait pu créer un fardeau dévastateur pour son cœur. Il ne s'agissait pas d'une overdose au sens classique du terme, mais d'une réaction mixte où chaque pilule a contribué pour une petite part à une réaction en chaîne irréversible. Ce qui a fait mal au cœur à beaucoup de gens, c'est l'image que ces flacons de pilules évoquaient, non pas celle d'une personne à la recherche d'un plaisir immédiat, mais celle d'une femme essayant de s'auto-médicamenter, ou du moins essayant de rester à flot par tous les moyens possibles. Xanax pour dormir. Flexeril pour éviter les crampes après les spectacles. Benadryl pour les allergies. Ibuprofène et Midol pour les maux courants. Amoxicilline pour les infections. Cela semble normal, mais quand on additionne tout cela, on obtient une image alarmante de dépendance prolongée et d'épuisement. Il a été dit que dans la semaine précédente, la nuit au Beverly Hilton Whitney avait consulté au moins 3 médecins différents, un à New York, un à Atlanta et un à Los Angeles, tous pensant qu'ils traitaient une patiente ayant besoin d'aide, mais ignorant qu'elle recevait également des ordonnances d'autres personnes. Les enquêteurs ont commencé à se demander si c'était le résultat d'un système de contrôle médical laxiste
ou s'il s'agissait d'une chaîne de prescription non vérifiée à laquelle Whitney elle-même ne pouvait échapper. Dans le dossier du FBI, une brève note a été inscrite indiquant que la santé mentale et physique ne faisait pas l'objet d'un suivi adéquat. C'était une phrase aride, mais lorsqu'on la replace dans son contexte, elle contient une histoire beaucoup plus vaste, celle d'artistes noirs célèbres qui doivent lutter contre la pression des attentes de l'examen minutieux et des blessures invisibles. Pour eux, les médicaments délivrés sur ordonnance n'étaient parfois pas seulement un traitement, mais la dernière encre qui leur permettait de ne pas sombrer. Mais lorsque cette encre est déchirée en de multiples morceaux provenant de multiples directions, elle ne tient plus rien. Les flacons de pilules dans cette armoire aux étiquettes soignées n'étaient pas aussi bruyants que la cuillère en argent sur l'évier ou le sac en plastique sous l'étagère, mais ils étaient peut-être plus glaçants. Ils n'étaient pas les traces d'un moment impulsif, mais la preuve d'un long processus, un processus où chaque pilule était un petit appel à l'aide, mais où personne ne les rassemblait pour avoir une vue d'ensemble. Lorsque le FBI les a mis sous scellés en les plaçant dans des sacs de preuves transparents, ce qu'ils ont emporté n'était pas seulement des objets physiques, mais aussi une partie de l'histoire de Whitney Houston et de ses derniers jours. Au milieu du glamour des rires de la société, il y avait une bataille silencieuse contre son propre corps et son propre esprit. Lorsque l'agent du FBI a ouvert la porte de la salle de bain de la vapeur, persistait sur le miroir, reflétant une faible lumière jaune. Personne n'a dit un mot. Dans cet espace exigu, Whitney Houston a été retrouvée face contre terre dans la baignoire, l'eau encore chaude, estimée entre 33 et 38 degrés Celsius. L'eau ne bouillonnait plus de chaleur, mais c'était suffisant pour faire frissonner quelqu'un, comme si elle avait retenu le souffle d'une personne il n'y a pas si longtemps. Un enquêteur s'est souvenu qu'à ce moment-là, l'air était épais, non seulement à cause de la vapeur, mais aussi à cause de la lourdeur de ce qu'ils étaient en train de voir. Son nez était ensanglanté, une fine traînée rouge traversant sa peau pâle. Elle avait une petite égratignure sur le front gauche, ainsi que quelques légères ecchymoses, comme si elle venait de heurter une surface dure. Ces marques n'étaient pas assez importantes pour conclure à un acte de violence, mais elles n'étaient pas non plus entièrement dues à une coïncidence. Elles étaient toutes comme des pièces de puzzle dépareillées, obligeant les gens à se demander ce qui s'est passé dans ces dernières minutes. Sur sa poitrine gauche près du sternum, il y avait une petite cicatrice dont la ligne de suture était complètement cicatrisée, résultat d'une opération de chirurgie esthétique réalisée des années auparavant. Mais les yeux de l'enquêteur se sont rapidement portés sur ses coudes, où de légères marques verticales révélaient d'anciens points d'injection. Elles n'étaient pas fraîches, mais suffisamment claires pour raconter une autre histoire, celle d'un recours à des substances non prescrites. Dans la lumière reflétée par la surface de l'eau, ces marques ressemblaient à une confession que personne ne voulait entendre. Les experts médico-légaux ont par la suite suggéré que la température de l'eau aurait pu contribuer à ce que Whitney perde conscience plus rapidement. L'eau chaude dilate les vaisseaux sanguins, abaisse la pression artérielle, et dans un corps qui contient déjà de la cocaïne et des sédatifs, cette réaction est amplifiée. Bien qu'il ne s'agisse pas de la cause principale, cela aurait pu être la dernière étape d'une cascade de facteurs contributifs, mais cela ne reste qu'une hypothèse, et dans cette salle de bain, personne n'avait de réponse définitive. Un témoin indirect, la préposée à l'étage, avait déclaré que quelques heures avant la découverte, elle avait entendu le bruit de l'eau courante provenant de la chambre. 434. Le bruit du remplissage de la baignoire était régulier. Il s'est ensuite arrêté, puis a redémarré. Ce détail a d'abord été négligé, mais il a ensuite été considéré comme une étape importante. Il est possible que Whitney ait été dans la salle de bain pendant un certain temps, avant que quelqu'un ne la trouve. La scène a hanté toutes les personnes présentes. La diva qui s'est tenue devant des dizaines de milliers de fans gît maintenant dans l'eau sans lumière ni musique, juste le doux ronronnement du climatiseur et le goutte-à-goutte silencieux d'un robinet mal fermé. Le sang, les ecchymoses, les cicatrices
et les vieilles marques d'aiguilles sont autant de preuves matérielles, mais aussi de symboles d'une vie à la fois brillante et profondément blessée. Lorsque l'équipe d'enquêteurs a nettoyé la scène, tout s'est déroulé conformément au protocole. Des échantillons d'eau ont été prélevés. Les serviettes ont été scellées. Chaque trace a été photographiée sous tous les angles. Mais aucune photo, aucun reportage ne pouvait vraiment recréer le sentiment que l'on ressentait devant cette baignoire, un sentiment à la fois tragique et vide, comme si la chambre 434 avait avalé tous les bruits et laissé derrière elle un silence absolu. Et c'est dans ce silence même que l'histoire de ces dernières heures a commencé à émerger, pas par des mots, mais par chaque marque sur son corps, chaque petit détail dans l'espace. Ces choses, bien que fragmentées, murmuraient quelque chose sur le chemin parcouru par Whitney Houston et sur la façon dont la célébrité masque parfois les fissures sous-jacentes. De tous les détails enregistrés sur la dernière nuit de Whitney Houston, il y en a un qui n'est jamais apparu dans les rapports officiels, mais qui a persisté sous forme de murmure, comme une égratignure lancinante dans la mémoire de ceux qui ont touché à l'affaire. TMZ a été le premier à le signaler, tout en précisant que l'information ne pouvait pas être entièrement vérifiée. Certains objets de la chambre 434 ont disparu avant l'arrivée de la police. Sur cette liste, on trouve notamment un drap de lit et le permis de conduire de Whitney. Ces éléments apparemment insignifiants sont devenus la pièce maîtresse d'une foule de nouvelles théories. La police n'a pas inclus ce détail dans son dossier public, mais les personnes présentes sur les lieux ont confirmé d'un ton prudent que lorsqu'elles sont entrées, le lit n'avait pas de drap, seulement un matelas nu. Dans le cadre d'une enquête sur un décès, les draps de lit peuvent être constituer une source de preuves essentielle. Les fibres peuvent contenir de l'ADN des taches ou tout autre élément permettant de raconter ce qui s'est passé. Leur disparition avant l'arrivée des autorités n'est pas seulement un désagrément. Elle soulève une question qui fait froid dans le dos, qui a eu le temps et le sang-froid de nettoyer de la sorte. Qui a eu le temps et le sang-froid de nettoyer de la sorte. La disparition du permis de conduire a rendu les choses encore plus étranges. Il ne s'agit pas d'un objet que l'on oublie ou que l'on jette surtout dans le cas d'une célébrité dont les documents personnels sont soigneusement conservés. Certains ont suggéré que si quelqu'un voulait compliquer le processus de confirmation de l'identité ou contrôler les informations de presse, la prise de documents personnels serait la première étape. D'autres ont supposé qu'il s'agissait simplement de l'acte d'un chasseur de souvenirs, d'une forme d'obsession morbide. Mais quelle qu'en soit la raison, la disparition du permis de conduire est restée un mystère déconcertant jamais expliqué de manière adéquate. À l'époque où Whitney aurait perdu le contact avec le monde extérieur, les caméras de sécurité de l'hôtel ont filmé 2 hommes suspects qui entraient et sortaient du 4e étage. Tous deux portaient des casquettes de baseball et de grands manteaux et évitaient délibérément de regarder l'objectif. La qualité de l'image était floue suffisamment pour distinguer leur forme, mais pas pour les identifier. Bien que cette information n'ait jamais été officiellement diffusée, elle a circulé discrètement au sein de la communauté des enquêteurs. Un rappel que la chambre 434 a peut-être eu des visiteurs que personne ne voulait nommer. Si cette théorie est vraie, la question suivante devient encore plus angoissante. Qu'était-il venu faire? Prendre des objets, effacer des preuves, ou simplement être présent au mauvais moment? Les proches de Whitney ont raconté qu'au cours des derniers mois de sa vie, son cercle d'amis et de connaissances s'est relâché et que de nombreux nouveaux visages inconnus sont apparus. Certains prétendaient l'aider, mais apportaient avec eux une atmosphère qui ne mettait personne à l'aise. La disparition des objets associés à la rumeur de la présence de 2 silhouettes obscures sur la caméra a créé un brouillard de mystère autour de l'affaire. Cela a conduit de nombreuses personnes à penser que la scène de crime n'était plus immaculée lorsque la police est entrée, et que ce que nous savons aujourd'hui n'est que ce qu'il restait après qu'une main invisible ait effacé certaines preuves. Et lorsque cette main a disparu, elle a emporté avec elle les réponses aux dernières heures de Whitney Houston.
Pour le public, ces détails ressemblent plus à une théorie du complot qu'à des faits, mais pour ceux qui se trouvaient dans cette pièce et qui ont tout vu de leurs propres yeux, il ne s'agissait pas de simples spéculations. C'était un sentiment de vide, comme lorsqu'on lit un livre et qu'on sait que quelqu'un en a arraché quelques pages au milieu. Ces pages auraient pu contenir l'explication ou simplement des preuves suffisantes pour impliquer quelqu'un, mais une fois qu'ils sont partis, il ne reste plus que des questions persistantes. Et c'est justement cette incertitude qui rend l'histoire de la chambre 434 si obsédante encore aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi la mort de Whitney Houston, les nouvelles étaient denses dans tous les journaux, chaque page offrant une perspective différente. Mais au milieu de ces informations bruyantes, un courant discret d'histoire a commencé à se répandre, ce que les médias ont appelé la théorie de la conspiration mafieuse. Certains enquêteurs privés, s'appuyant sur des sources anonymes du monde du spectacle et de la rue, ont affirmé que Whitney était peut-être devenue la cible de trafiquants de substances illicites. Le chiffre qu'ils citaient faisait froid dans le dos, une dette d'environ 2 millions de dollars accumulés au cours de nombreuses années d'achat auprès de sources clandestines dont les noms n'ont jamais été rendus publics. Pour certains, il ne s'agissait pas d'une simple rumeur, mais de la seule explication à l'étrange série de détails dans la chambre 434. Selon eux, si une dette aussi importante existait, il n'aurait pas été surprenant que Whitney reçoive une visite lors de sa dernière nuit. La disparition du drap de lit du permis de conduire et la rumeur selon laquelle 2 silhouettes suspectes seraient entrées et sorties de la chambre sont autant d'éléments qui renforcent cette théorie. Quelqu'un était entré pour brouiller les pistes des mains qui savaient travailler rapidement, efficacement et ne laisser derrière elles qu'un vide glacial. Cette méthode, selon les détectives, avait les caractéristiques d'un règlement de dette effectué dans l'ombre où un accident est un mot-clé soigneusement mis en scène. Cependant, la police de Los Angeles est restée ferme dans sa conclusion officielle. Le rapport final indique clairement que la cause du décès est la noyade à la suite d'une crise cardiaque, compte tenu de la présence de cocaïne dans son organisme et d'une maladie cardiaque préexistante. Ils maintiennent qu'aucun signe d'acte criminel n'a été trouvé et que les détails inhabituels de la scène n'ont pas suffi à changer la direction de l'enquête. Pour eux, il s'agit d'un accident tragique, pas d'une conspiration. Mais les théories extérieures n'ont pas disparu pour autant. Ceux qui croyaient à la théorie de la mafia affirmaient que la conclusion même d'un accident était la preuve la plus forte d'une dissimulation. À leurs yeux, la mort d'une star du calibre de Whitney pendant la saison des Grammy était un choc mondial, et ce choc nécessitait une explication claire qui ne causerait pas d'autres troubles. Ils ont souligné l'état trop propre de certaines parties de la scène, comme si une main avait arrangé les choses avant l'arrivée de la police. Ils se sont également demandé pourquoi les images des caméras de sécurité de l'hôtel n'ont jamais été entièrement diffusées, alors qu'elles constituent des preuves évidentes permettant d'identifier les personnes qui sont entrées et sorties de la chambre 434 au cours de cette nuit fatidique. D'autres ont répliqué suggérant que l'attribution de chaque détail inhabituel à une conspiration reflétait simplement le besoin humain de trouver une histoire plus dramatique que la réalité. Pour eux, les objets manquants comme un drap de lit ou un permis de conduire peuvent avoir des explications beaucoup plus simples. Un employé de l'hôtel qui range accidentellement ou un membre de la famille qui, dans un moment de panique, prend des effets personnels et la dette de 2 millions de dollars. Ils pensent qu'il s'agit d'un chiffre gonflé par des sources qui prospèrent en vendant des histoires sensationnelles aux tabloïds. Mais quel que soit le camp auquel on appartient, tout le monde doit admettre une chose. L'affaire a laissé derrière elle des ombres qui ne pouvaient être comblées. Il ne s'agissait pas de gigantesques taches sombres, mais de petites fissures disséminées dans un tableau apparemment complet. Ces fissures faisaient trembler l'image chaque fois que quelqu'un la remettait sur le tapis, chaque fois qu'un vieux détail était déterré avec la phrase « J'ai entendu dire que… » La théorie du complot mafieux a survécu pendant plus de 10 ans avec sa part de vérité et sa part de flou.
La théorie du complot mafieux avec sa part de vérité et sa part d'imprécision a survécu pendant plus d'une décennie sans que les conclusions de la police scientifique ou les communiqués de presse ne la fassent disparaître. Elle vit dans les conversations privées, dans les articles enfouis, dans les dernières pages des journaux, dans les podcasts, sur les crimes des célébrités et dans les souvenirs de ceux qui se tenaient devant la chambre 434 ce jour-là. Et peut-être parce que personne n'a jamais été en mesure de le prouver ou de le réfuter complètement, il continue d'exister. La voix de Whitney Houston s'est tue, laissant derrière elle une traînée de questions qui flottent encore dans l'air, sans jamais pouvoir s'y poser. La chambre 434 du Beverly Hilton, après tous les examens, la collecte de preuves et des centaines d'heures de débat, a conservé quelque chose qui ne pouvait pas être confiné à un rapport médico-légal ou à un communiqué de presse. Chaque détail fragmentaire depuis le repas inachevé, la faible odeur d'huile d'olive, la cuillère en poudre blanche sur l'évier, la pile de flacons de médicaments, l'eau chaude dans la baignoire et les objets mystérieusement disparus s'assemblaient pour former une image complexe où chaque couleur n'était pas séparée, mais se mélangeait, créant un ton sombre indescriptible. Ce tableau ne se limite pas à un incident, c'est l'histoire d'une personne qui se trouve au carrefour de la gloire et de l'obscurité. Simultanément, une légende de la musique aimée par des millions de personnes et un individu confronté à une pression immense à la maladie et à des choix difficiles. Whitney Houston n'a pas seulement été la victime d'une nuit fatidique, elle a aussi été la victime de tout un système où l'épuisement était caché sous un maquillage parfait et où la douleur était avalée après chaque sourire à la caméra. Pendant longtemps, cet événement a dépassé le cadre d'un nom, d'une chambre ou d'un hôtel. Il est devenu le symbole de ce que l'industrie du divertissement peut prendre à un artiste en particulier, à ceux qui viennent d'un milieu où le chemin de la réussite est déjà semé d'embûches. La façon dont le public s'est attaché à chaque détail de l'affaire, discutant des théories de la mafia, analysant les ecchymoses scrutant le drap manquante, reflète également l'obsession de la société à trouver des réponses précises à des histoires qui ne le sont jamais vraiment. Mais la vérité, c'est qu'aucune réponse n'est jamais suffisante. La conclusion de la police est qu'il s'agit d'un accident d'une noyade après une crise cardiaque avec des facteurs contributifs tels que la cocaïne et les maladies cardiaques. Cette conclusion est en gras sur le papier, mais à l'extérieur, les rumeurs, les théories et les questions sans réponse perdurent. Les gens se demandent encore si la scène a été manipulée, si Whitney était visée par des mains cachées, ou s'il s'agit d'une série de tragédies dues à de cruelles coïncidences. La seule certitude est que la chambre 434 fait désormais partie de notre mémoire collective, un endroit que personne ne peut regarder sans se souvenir du nom de Whitney Houston. Dans les mémoires de l'équipe d'enquêteurs, cette image est restée. L'air chargé de vapeur et de parfum, la lumière jaune, qui donne l'impression d'un vieux film, et le sentiment que chaque objet de la pièce a sa propre histoire, mais refuse de la raconter. Un enquêteur a soupiré lorsqu'on l'a interrogé sur l'affaire. Certaines chambres racontent leur histoire en chuchotant. La chambre 434 n'a jamais cessé de crier. En effet, cette pièce n'a pas chuchoté comme d'autres scènes de crime. Il hurlait de la présence de pièces dépareillées du sentiment de malaise que chacun emportait avec lui lorsqu'il partait. Et peut-être que ce cri ne s'éteindra jamais tant que les gens voudront trouver la réponse à la nuit où une voix immortelle s'est tue pour toujours. Whitney Houston est décédée, mais ce qui a été laissé derrière elle dans la chambre 434 est toujours là, que ce soit dans la mémoire, dans les dossiers d'archives ou dans les histoires racontées et redécrites. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est passé minute par minute, seconde par seconde cette nuit-là. Mais une chose est sûre, cet événement n'est pas seulement l'un des moments les plus tristes du monde de la musique, mais aussi un mystère qui persistera à jamais, refusant de se refermer complètement. Et c'est peut-être justement parce qu'elle ne peut être refermée qu'elle nous touche si profondément. De nombreuses années se sont écoulées depuis la nuit
où la chambre 434 est devenue le centre du monde. Mais chaque fois que l'on parle de Whitney Houston, les gens ne peuvent toujours pas dissocier l'image de la voix d'or de ces dernières heures mystérieuses. Le Beverly Hilton a accueilli des milliers d'invités avant et depuis, mais pour beaucoup, l'endroit portera à jamais une cicatrice invisible. Il y a des fans qui viennent encore à l'hôtel pour rester devant la porte de la chambre en silence comme s'ils attendaient quelque chose. Certains disent entendre le bruit de l'eau qui coule lorsqu'ils marchent dans le couloir, même s'ils savent que la chambre appartient désormais à quelqu'un d'autre. Ces histoires, mélange de réalité et de fiction, rendent le souvenir de Whitney plus tenace que n'importe quelle chanson à la radio. L'industrie musicale continue de fonctionner comme si rien ne s'était passé. Les soirées des Grammys sont toujours allumées, mais ceux qui ont assisté à la dernière décennie de Whitney comprennent que derrière les lumières, il y a toujours des espaces sombres que ni le talent ni la célébrité ne peuvent éclairer. Et pour les membres de la communauté dont Whitney était issue, sa fin n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité des rêves lorsqu'ils se heurtent à une dure réalité. Il n'y aura peut-être jamais de réponse définitive à ce qui s'est passé, mais c'est parfois ce qui rend une histoire immortelle, tout comme sa voix, qui résonne encore quelque part, sans être limitée par le temps ou la fermeture. La chambre. 434 s'est tue, mais l'histoire de Whitney Houston n'a jamais pris fin. Whitney Houston n'était pas seulement une voix, elle était toute une époque de la musique, une icône dont la voix a transcendé les frontières, les races et les générations. Mais la chambre 434 du Beverly Hilton a transformé l'histoire de sa vie en une chanson inachevée, laissant le monde non seulement avec du chagrin, mais aussi avec une série de questions sans réponse. Ce que le FBI a trouvé à l'intérieur n'a pas seulement révélé ses derniers instants, mais a aussi reflété une face cachée de l'industrie du divertissement où l'éclat des projecteurs dissimule parfois une amère vérité. Nous ne saurons peut-être jamais tout ce qui s'est passé, mais une chose est sûre. Whitney vit dans sa musique, dans les souvenirs et dans les cœurs de millions de personnes qui l'aimaient. Et chaque fois que la mélodie de I Will Always Love You retentit la chambre, 434 s'ouvre à nouveau, non pas pour révéler un secret, mais pour nous rappeler que cette légende n'a jamais vraiment disparu. Si vous avez trouvé cette histoire passionnante, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner pour nous rejoindre dans l'exploration des ombres cachées des icônes du monde. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour ne rien manquer de nos mises à jour quotidiennes.